Alors, je sais que M. Gravel a un souper dans quelques instants. Et je tiens à le saluer. M. Gravel, content de vous voir ici. Très heureux. Jacinthe, mairesse de Lanoraie. Monsieur Hull, Sainte-Élisabeth. M. Gravel, un autre M. Gravel, donc de Saint-Gabriel. Les conseillers qui sont ici des différentes municipalités. Et j'aurais dû débuter par là. Marielle, mon épouse, qui est toujours présente. Marielle. Les membres de l'exécutif. Et je peux vous dire une chose. Si le prochain gouvernement... Si le Parti québécois forme le prochain gouvernement et qu'il est à l'image en termes de qualité de personnes qui travaillent sur l'exécutif du comté de Berthier, on va avoir un fichu bon gouvernement, ça je vous le garantis, parce qu'on a des gens de très grande qualité sur notre exécutif. C'est remarquable, je vous dirais. Je tiens à remercier les gens qui nous reçoivent, nos hôtes. D'abord, évidemment, M. le maire, mais aussi la chasse-galerie, donc les gens qui s'occupent de cet extraordinaire véhicule culturel, si on peut dire ça comme ça, qui nous reçoit à chaque fois de belle façon. Je les remercie. C'est toujours très, très chaleureux ici. C'est toujours très convivial et c'est toujours un plaisir que d'y être. Alors, merci de votre accueil, mesdames, messieurs de la chasse-galerie. Tantôt, effectivement, on a oublié de nommer Henri, M. Henri Mondard, qui est conseiller à Sainte-Élisabeth. Et moi, je l'oublie toujours comme conseiller parce que je le vois toujours comme étant le caméraman, celui qui est dans l'ombre des événements, parce qu'il couvre la totalité des événements où Mme Marois se déplace, ou presque la totalité des événements où Mme Marois se déplace. Donc, c'est le caméraman attitré du National et il fait un travail extraordinaire. Merci d'être là, Henri. Et je salue évidemment, je vous salue tous, je vous connais tous personnellement et je suis très, très, très heureux de vous voir ici. Comme Richard l'a dit tantôt, effectivement, on est peu nombreux, mais vous le savez, c'est la qualité qui compte. On a vendu beaucoup de billets et les gens me disaient, écoute, André, je ne peux pas y aller, mais je vais quand même prendre un billet. Les gens, je vous dirais, tout comme vous d'ailleurs, ne se font pas nécessairement arrêter par le montant d'argent qu'ils doivent verser. Ce qu'ils voient plutôt, c'est un changement. Ce qu'ils demandent, c'est un changement dans ce qui se passe présentement au Québec. J'ai mal à mon Québec. Je parlais tantôt avec des gens, et c'est ce que je leur disais. On a tous un peu mal à notre Québec. Beaucoup d'événements se sont passés depuis mon élection en 2008. Beaucoup d'événements se sont passés depuis mon entrée en politique en 1999. Et j'ai eu la chance, l'occasion de travailler avec les maires qui sont ici, Mme la mairesse aussi, les conseillers, plusieurs d'entre vous. Et je peux vous dire une chose, je considère que la situation a suffisamment duré. La commission Charbonneau, assurément, fera un ménage. Qui est nécessaire et qui doit être fait. Au plan municipal, les maires, les mairesses, les conseillers municipaux ont, comme qu'ils diraient, en ont mangé toute une. Et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il y a quelques éléments parmi les maires, mairesses à travers le Québec. On compte à peu près environ 8500 élus au Québec. Une très, très, très faible minorité de ces gens-là ont mal agi. Eh bien, ils paieront. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Mais évidemment, ça a éclaboussé l'ensemble de la politique municipale. Et on ne sera pas de cachette. On ne sera pas de cachette au niveau de la politique nationale. C'est un peu de là que tout vient, d'une certaine façon. Lorsque vous avez un premier ministre, on dit souvent l'exemple vient de haut. Hein. On dit souvent les parents, quand on regarde des enfants, souvent l'exemple vient de haut, c'est des parents, etc. Et quand on regarde l'attitude du premier ministre, avoir une rallonge sur son salaire de 75 000 $, ne pas l'avoir dit à la population, avoir touché ce salaire-là pendant près de 10 ans, c'est tout près de 700, c'est 3/4 millions de dollars. Est-ce qu'au Québec, est-ce qu'on n'est pas capable, au Québec de payer notre premier ministre? Combien ça coûte, M. Charest, pour que vous soyez premier ministre et que vous soyez capable de faire votre épicerie, payer votre loyer? Dites-nous-les, là. Puis à l'Assemblée nationale, là, ça va nous faire plaisir de faire le chèque. Je pense qu'on doit, comme peuple, être capable de payer notre premier ministre à la hauteur de ses besoins. Au lieu de cela, ce qu'il a fait, hein, il a reçu une rallonge de 75 000 $ par année pendant tout près de 10 ans de la caisse électorale du Parti libéral. Quand on sait ou quand on ne sait pas d'où provient l'argent qui nourrit la caisse, je peux vous dire que c'est inquiétant, pas à peu près. Alors, si on est rendu à payer notre premier ministre au noir, on a un sérieux problème. Donc, l'exemple vient de haut. Je pourrais donner l'exemple de M. Gérald Tremblay à Montréal. L'exemple vient de haut. Alors, vous avez vu dernièrement un coup de filet où on a ramassé l'ensemble de ses bras droits. Il y en avait plusieurs. Il faut croire que ça prend plus qu'un bras droit. Là. Donc, il n'était pas au courant. Voilà. Alors, toute cette façon de faire-là vient faire en sorte que des gens peu scrupuleux, finalement, lorsqu'ils voient que tout est permis ou presque, ou qu'il n'y a pas de conséquences, eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font?
ben, ils en profitent. C'est un peu ce qui est arrivé au niveau national, c'est un peu ce qui arrive au niveau municipal pour certaines municipalités, je tiens à le préciser. Alors, que d'événements se sont passés depuis tout ce temps-là? Téléphone, là, M. Gravel, ils vous attendent. Là. Ça va? Alors, beaucoup d'événements se sont passés. Je ne veux pas être trop long parce qu'on a un invité tout à fait extraordinaire ce soir. Et vous allez voir, moi, je trouve qu'il déménage pas mal. Puis j'espère qu'il va déménager ce soir. Puis tantôt, il n'était pas très heureux d'une nouvelle qu'il a apprise. Je vais lui laisser le soin de vous en parler. Il va sûrement vous en parler. Mais avant de lui céder la parole, juste peut-être terminer en vous disant ceci. Nous avons présentement au Québec une situation qui est très difficile. Nous avons, au Parti québécois, fait le choix, je dis bien fait le choix, de porter le carré rouge. Rappelez-vous qu'au début, lorsqu'on a décidé de porter le carré rouge, je ne l'ai pas ce soir, mais rappelez-vous au début, quand on a décidé de porter le carré rouge, on a décidé de le porter parce qu'on voulait que l'accessibilité à l'éducation soit une chose qui demeure au Québec, que ça reste. Et ça, on parle d'équité. On parle d'équité envers les générations. Jean Charest a eu son diplôme en droit en 77, 78, je crois. Allez voir combien ça coûtait. C'est 500 $, je pense, par session. C'était ridicule. Alors, lorsqu'on voit que... Et de toute façon, je dis souvent, vous savez, les richesses du Québec, là, elles ne sont pas nécessairement dans le nord, dans des mines dans le nord du Québec. Elles ne sont pas non plus au niveau du sous-sol dans les plaines du Saint-Laurent avec le gaz de schiste. La plus belle richesse du Québec, c'est la matière grise. C'est vous tous, et c'est évidemment notre jeunesse. Alors, ça, il ne faut pas l'oublier. C'est l'essentiel. Il y a des pays à travers le monde qui n'ont pas le 1 centième de richesse naturelle que nous avons et qui s'en sortent très bien. Je pense au Japon. Mais ils ont misé sur l'éducation. Ils ont misé sur l'accessibilité à l'éducation. Et l'avenir des peuples passe par là. C'est la première grande richesse, c'est celle-là. Alors, il faut s'assurer que nos jeunes puissent avoir accès à cette richesse-là. Alors, écoutez, je veux être bref. D'ailleurs, absolument, quand on me présente, on me dit, il va vous dire quelques mots, là. Monsieur Gravel, il la connaît, là. C'est plus difficile c'est plus difficile d'enlever un micro à un politicien que de lui enlever. Alors, je vais être bref et je vais conclure en vous disant ceci. Peu importe la suite des choses, soyez assurés que le Québec a tout ce qu'il faut pour devenir un pays. Mais vraiment tout ce qu'il faut. Nous avons la matière grise, nous avons les richesses naturelles, nous avons le dynamisme, nous avons une population qui est en train de prendre son élan présentement, et je pense que ça, c'est pas arrêtable. Et vivement, et je sais qu'il y a des gens ici dans la salle qui ne sont pas encore totalement convaincus de l'importance ou de la nécessité de faire du Québec un pays. Moi, je vous dis, pensez-y encore, réfléchissez bien, vous allez voir à quel point c'est nécessaire de devenir un pays. Et je vous invite à aller voir sur YouTube, d'ailleurs, M. Bernard Drainville, à l'Assemblée nationale. Tapez, je l'ai fait aujourd'hui tantôt, parce que je l'avais déjà écouté, mais je voulais la réécouter aujourd'hui. Vous tapez sur YouTube, tapez qu'est-ce que ça donne l'indépendance, puis mettez en parenthèse Bernard Drainville, là, puis vous allez arriver directement sur le vidéo de Bernard. Allez écouter ça, c'est assez fabuleux. C'est M. Paquette, le ministre adjoint au gouvernement au niveau du revenu, qui, lors d'une interpellation, a posé tout bonnement la question à M. Drainville en lui disant « Moi, là, je ne sais pas ce que ça donne. Il n'y a personne au Parti québécois qui m'a jamais dit ça donnait quoi, la souveraineté. J'aimerais ça, M. Drainville, que vous me disiez ça donne quoi. Allez écouter la réponse. Vous allez voir, ça vaut le temps que vous allez y mettre parce que la réponse, elle est extraordinaire. Alors là-dessus, je vais vous présenter, écoutez, il faut bien comprendre que dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques à Montréal, nous avons encore actuellement un député qui s'appelle Martin Lemay. D'ailleurs, ceux qui étaient à la Fête des Patriotes l'année passée, à Saint-Cuthbert, M. Martin Lemay s'était déplacé parce que Martin Lemay est un féru d'histoire. Il était venu nous parler de l'histoire, justement, des Patriotes. Et c'était pas innocent parce qu'on sait que à Saint-Cuthbert, c'est là qu'est né Charles Delormier. Et il est décédé dans le comté, bien, il est décédé. Il a été pendu, finalement, dans le comté Sainte-Marie-Saint-Jacques, où se trouve Martin Lemay. Donc, l'idée de faire ça à Saint-Cuthbert et d'inviter Martin Lemay, c'était pas innocent. Et d'autant plus que Martin est un féru d'histoire, est un extraordinaire communicateur. Donc, il a pu venir nous entretenir l'année passée de l'histoire, justement, à ce sujet-là. Et, à force de parler, j'ai perdu mon fil. Ça va me revenir. Mais, oui. Oui, voilà. Merci, Richard. Merci, Richard. Il y en avait un qui suivait, là. C'est bon, ça. Alors, tout ça pour vous dire que maintenant, Martin nous a annoncé, il a annoncé évidemment à nous les députés en caucus il y a quelque temps déjà qu'il ne se représenterait pas. C'est maintenant évidemment public et on ne sera pas en reste parce qu'on a la chance. On a la chance d'avoir comme candidat pour le Parti québécois lors de la prochaine élection générale qu'on espère le plus rapidement possible, mais pas au mois de juillet, s'il vous plaît.
disons plus au mois d'août, mois de septembre, ça pourrait aller. Alors, un environnementaliste, un homme qui œuvre au niveau de l'indépendance énergétique du Québec. Et je peux vous dire une chose, il connaît son sujet de long en large. J'ai très hâte de l'entendre moi-même parce que c'est pas arrivé, Daniel, je ne t'ai jamais entendu en conférence. Alors, j'ai dit, je vais attendre qu'il vienne ici même, à Lavaltrie, dans mon comté, nous en parler. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement Daniel Breton, s'il vous plaît. Merci. Bonne soirée à tous. Bon, Henri m'a dit qu'il fallait que je reste proche du micro, que je me tienne droit, les oreilles molles, le dos bien sorti. Bonsoir, je suis très heureux d'être ici ce soir. Je dois vous dire qu'effectivement, pour ceux qui ne savent pas, Sainte-Marie-Saint-Jacques, c'est quoi comme circonscription? C'est délimité par la rue Frontenac, la rue Saint-Laurent. Au nord, c'est Rachel, puis au sud, c'est le bord de l'eau. Donc, l'épicentre de toutes les manifestations au Québec commencent ou finissent dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Pour vous donner une idée encore plus précise, le bureau de député de Martin Lemay, quand tu te lèves du bureau et tu regardes par la fenêtre, devant, tu as le parc Émilie Gamelin. Fait que ça vous donne une petite idée que c'est un petit peu... c'est pas l'action qui manque, c'est pas les manifs qui manquent. C'est là aussi où il y a à peu près le plus haut taux d'itinérance, de toxicomanie, de prostitution. Donc, c'est pas Berthier. Mais, moi, ben c'est magnifique. Mais moi qui est né dans le Faubourg Amelas et qui a grandi justement avec un père et une mère ouvriers, je connais bien ce coin-là et je sens que je représente bien ce coin-là. Ce dont je parle depuis des années, et une des raisons qui fait que je suis rendu au Parti québécois, j'en ai parlé, j'ai commencé à parler de ça en 2005. On avait mis sur pied à l'époque, c'est pour moi prendre le message, j'avais mis sur pied à l'époque un groupe qui s'appelait le groupe Maître chez nous 21e siècle, qui s'inspirait du travail qui avait été fait entre autres par Jean Lesage et René Lévesque, et qu'on disait, où on parlait d'économie, puis de maîtrise de nos ressources naturelles et de notre énergie. Je vais faire un petit retour rapide, mais vous allez voir, il y a des dates importantes dans notre histoire qu'il faut qu'on se remémore, parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Fait que quelques dates importantes qui vont nous situer le contexte actuel. Première date importante, 1880. En 1880, c'est l'année où est instaurée la loi des mines telle qu'on la connaît actuellement. C'est une loi qui a eu quelques modernisations, mais qui instaurait de façon formelle ce qu'on appelle le free mining. Le free mining, c'est inspiré de la ruée vers l'or dans le Klondike, qui dit grosso modo que ce que vous faites, c'est que vous allez vous inscrire, vous faites ça encore aujourd'hui, vous allez sur le site du ministère des Ressources naturelles, et là, vous cliquez, vous voulez acheter les droits d'exploration, ce qu'on appelle un claim. Par exemple, pour les droits d'exploration sous la bâtisse qui est ici. Si ça n'a pas été déjà été claimé, bien, vous pouvez le faire. Et comme vous l'avez tous appris avec certaines consternations, j'en suis sûr, les claims, les droits d'exploration pour les gaz de schiste ont été cédés à 17 hectares. 17 hectares, tout ça, ça fait en sorte que vous n'avez pas juste des droits d'exploration pas chers, mais en plus, c'est que ça donne à la compagnie minière, gazière ou pétrolière préséance sur les droits souterrains qui fait en sorte que, une compagnie qui a acheté ce claim-là n'a pas à vous avertir si elle veut venir faire de la prospection sous ce terrain-là. Elle n'a même pas à vous demander la permission. Elle n'a même pas à conseiller ou à appeler les maires. Donc, les maires ne sont pas au courant de pas avoir des compagnies pétrolières qui viennent faire de la prospection. Et donc, le service des incendies n'est pas au courant. Les infrastructures municipales ne sont pas ajustées à ça. Et la compagnie, ensuite, peut rencontrer la personne si elle décide de faire de l'exploitation et de dire « on va faire une entente de gré à gré », ce qui est une entente secrète. Et si la personne dit « écoute, moi, ça ne m'intéresse pas que tu viennes sur mon terrain », lui, en vertu de cette loi-là, il peut t'expulser sans te compenser. Ça, c'est la loi des mines qu'on a encore telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense qu'il y a dû pour une petite modernisation, n'est-ce pas? Outre ça, 1907. 1907, c'est une date qui est importante parce que faut que vous compreniez à quel point on a eu un changement de paradigme économique fondamental depuis 2 siècles. C'est-à-dire qu'on se retrouve au 19e siècle où on a une explosion due à la révolution industrielle de l'utilisation de carburant,
donc d'énergie et de minerais. Cette révolution-là commence, comme tout le monde le sait, en Angleterre, commence avec le charbon. Mais là, au fur et à mesure qu'avance le temps, on se retrouve en 1890 avec un incident qui a marqué l'imaginaire des Londoniens à cette époque-là. On a un accident entre un traversier et un chalutier, où il y a 25 personnes qui tombent à l'eau, il y a 23 personnes qui meurent, 21 des 23 personnes sont mortes empoisonnées dans la Tamise. Ça, c'est le niveau de pollution qu'on a en 1890 dans la Tamise. Pourquoi? Matériaux toxiques, charbon, etc. Et là, les gens commencent à réaliser les implications environnementales, il y a 120 ans, que peuvent avoir l'industrialisation. Ça va faire la chose suivante. Ça va faire que les gens vont commencer à penser à d'autres façons de se procurer du combustible, de pouvoir se mouvoir. Et là, le pétrole et l'électricité entrent en compétition avec le gaz. Il y a un homme qui s'appelle Thomas Edison, en 1890, qui va proposer d'électrifier tout l'éclairage de la ville de New York gratuitement pour amener cette nouvelle technologie-là. À ce moment-là, les villes du monde sont éclairées au gaz naturel. Et donc, évidemment, les compagnies gazières vont répondre ceci. Ça ne fonctionnera pas. On va s'électrocuter. On ne sait pas comment ça marche. Vous ne serez pas capable. Et Thomas Edison va éclairer la ville de New York et ça n'aura aucune des répercussions que les gazières disaient qui étaient pour arriver, sauf de créer la panique chez les chevaux le premier soir où les lampadaires ont été allumés à l'électricité. Quand ça s'est arrivé et que ça a été un succès, il y a eu une réaction de la part des compagnies gazières. Ils ont mis le feu à l'atelier de Thomas Edison à New York. On est 120 ans plus tard, et on a encore ce genre de débat-là. C'est quand même assez extraordinaire quand on y pense. Et donc, là, les pays, les juridictions, les États, les provinces du monde vont réaliser l'importance stratégique fondamentale de l'énergie dans les économies de tous les pays du monde. Et c'est là qu'on va se retrouver avec une vague de nationalisation de pétrole, d'hydrocarbures ou d'électricité un peu partout dans le monde. Et une des rares exceptions, c'est l'Amérique du Nord. La plupart des endroits dans le monde ont nationalisé. Sauf que, là où ça a été nationalisé dans des pays qui étaient des colonies précédemment, bien en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plusieurs pays, il y a plusieurs multinationales qui ont fait des coups d'État, des renversements de gouvernement, des assassinats politiques, justement parce qu'il y a des gens d'Afrique ou d'Amérique du Sud qui voulaient se tenir debout. En 1907, les Ontariens ont nationalisé l'électricité. Ça, c'est 55 ans avant nous autres. En 1933, il y a un manifeste. Vous connaissez les manifestes? Manifeste des Lucides, des Solidaires. Il y a un manifeste qui est écrit par un groupe de jeunes universitaires, dont un de ceux-là, un signataire, s'appelle Pierre Dansereau. Et qui vont dire, écoutez, je pourrais vous lire le manifeste, là, puis on aurait l'impression que c'est écrit cette année par les étudiants. Et ce manifeste-là finit en disant, souvenons-nous que nous ne serons maîtres chez nous que lorsque nous serons dignes de l'être. Et pour moi, cette phrase-là a toute sa résonance. 1934, l'année d'après, il y a une commission d'enquête publique, et oui, sur les trosses d'électricité. Pourquoi? Parce qu'on est face à un gouvernement libéral corrompu de longue date qui s'appelle le gouvernement Taschereau et qui va faire l'objet de toutes sortes d'allégations de corruption et où on va démontrer justement qu'il y a de la corruption, de la collusion, du copinage, le financement occulte du Parti libéral. Et une des personnes qui va se faire connaître dans ce combat-là, c'est un jeune avocat de Trois-Rivières qui s'appelle Maurice Duplessis. Et Maurice Duplessis, en 1936, savez-vous c'est quoi son slogan de campagne? Restons maîtres chez nous. Avec le slogan libéral de 62, là, il n'avait rien inventé. Donc, M. Duplessis va faire la promotion de la nationalisation de l'électricité en 1936, ce qu'il ne fera pas. En 1944, on est rendu avec le gouvernement d'Adélard Godbout. M. Godbout est au pouvoir depuis 1939, et en 1944, ils vont mettre le premier jalon de la nationalisation de l'énergie au Québec avec la nationalisation, c'est-à-dire l'expropriation et la nationalisation de la Montréal Light and Power, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, ils vont acheter, avec l'argent du Québécois, avec l'argent des Québécois, les infrastructures de production, de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel. Et là, à ce moment-là, la Montréal Light and Power va lancer une campagne de publicité avec des posters en anglais, un peu partout à travers le Québec, qui va dire « Québec is becoming like Russia ». On est rendu des communistes parce qu'on nationalise la Montréal Light and Power. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est 1944.
Godbout va perdre le pouvoir juste après ça, et Maurice Duplessis va reprendre le pouvoir. Et là, ça devient particulièrement impressionnant. C'est en 1956. En 1956, on a maintenant comme chef du Parti libéral Georges-Émile Lapalme. Et Georges-Émile Lapalme, dans le cadre de la campagne électorale de 1956, va publier un dépliant électoral qui dit grosso modo ceci. Maurice Duplessis vend le Québec. Et dans le dépliant, c'est marqué ce qui arrive, hélas, trop souvent au Québec, c'est que ce gouvernement donne pour des broutilles nos richesses naturelles en retour de souscription à la caisse électorale. Ça, c'est en 1956. En 1956, on a le Parti libéral dans leur dépliant qui dit si le Parti libéral provincial prend le pouvoir, il s'engage à mettre en place une législation exigeant qu'on fasse la transformation du produit ouvré au Québec. 1956. J'ai une devinette pour vous. 1956 plus 56, ça donne combien? 2012. Donc, 56 ans après 1956, Martine Ouellette, dans le cadre de la reconfiguration, de la refonte de la loi sur les mines, veut qu'on y inclue une exigence de transformer le minerai ici au Québec. Eh oui. Et que va répondre l'ineffable ministre des Mines, Serge Simard? L'ineffable, il va dire de faire une telle chose serait très néfaste pour le Québec, ce serait vu comme du protectionnisme, mais pire, ça créerait de la pauvreté au Québec. On ne peut pas exiger de telles choses. On croit rêver. Mais là, le bout du bout. Le journal d'aujourd'hui. J'ai lu ça tout à l'heure. Et je vais vous dire, là, je me suis calmé un peu, mais j'étais pas de bonne humeur. Vous avez entendu parler le projet de la mine Stornoway, mine de diamants dans le nord du Québec. Pour cette mine-là, les deniers publics vont fournir 80% du montant pour la route. Je pense que c'est 267 millions sur 320. Quelque chose comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que... Écoutez bien ça. Vous allez voir comment c'est extraordinaire. Jean Charest a mis en place un centre d'expertise et de transformation du diamant à Matane. Donc, ces gens-là se disent, ben, ça tombe bien, on va avoir une mine de diamants, on va faire la transformation à Matane. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Et Stornoway a pris la décision de ne pas faire sa transformation à Matane, il va la faire à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a zéro exigence du gouvernement Charest. Et lisez la chose, je vais vous lire ça, écoutez, j'en reviens pas. Même si le gouvernement Charest a répété à quelques reprises qu'il souhaitait que les diamants de première mine du genre au Québec soient transformés ici, aucune discussion n'a jusqu'à maintenant été menée avec l'entreprise qui l'exploitera, soit Stornoway Diamond Corporation. Il dit « Nous n'avons pas eu de discussion avec le gouvernement sur ce sujet », a indiqué le vice-président des opérations Patrick Godin. Et là, c'est là où vraiment, là, c'est extraordinaire. Stornoway estime que ce n'est pas à elle de prendre les devants pour qu'il y ait des transformations des pierres précieuses. Nous sommes un producteur de diamants bruts. Mais, si le gouvernement, dans sa stratégie minérale, veut garder une partie de la production québécoise dans le but de polir des diamants, on n'a rien contre. Le gouvernement est souverain. Mais il ne nous a pas appelés. Imaginez le maire de Matane et les gens de la ville de Matane qui voient ça. Ça, là, plus colonisé que ça, tu meurs. Mais ça, des exemples comme ça, on n'a que ça depuis que ce gouvernement-là est au pouvoir. Ce gouvernement-là est en train de nous déposséder de nos richesses. Il cède nos ressources naturelles pour des peanuts. Puis on voit que ça profite beaucoup à des gens qui auparavant étaient au Parti libéral et qui tout à coup se retrouvent dans l'industrie du gaz, du pétrole et des mines. On va continuer sur ma petite leçon historique, rapidement. En 1957, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement de Maurice Duplessis va privatiser en douce ce qui avait été nationalisé, soit les infrastructures de gaz naturel au Québec. Nos infrastructures de gaz naturel appartenaient à Hydro-Québec. Et lui, il fait ça en douce, puis, en passant, il y a des amis qui se servent. En 1958, il y a un journaliste qui travaille au Devoir, qui s'appelle Pierre Laporte. Oui, le même que le pont. Va découvrir ce qui va devenir le scandale du gaz naturel de 1958, qui est le plus gros scandale à éclabousser le gouvernement de Maurice Duplessis. Jean Lesage, le nouveau chef du Parti libéral, va dire à l'Assemblée nationale que c'est un scandale que ce gouvernement-là ait cédé à l'insu des Québécois le contrôle de notre énergie et que ça prend une commission d'enquête publique. Maurice Duplessis va répondre la chose suivante. Une commission d'enquête publique nuirait au travail des policiers. Il faudrait laisser les policiers faire leur travail.
Si vous avez l'impression de vivre le jour de la marmotte, ça ressemble à ça. Donc, c'est dans ce contexte parfaitement surréaliste dans lequel on se retrouve. Mais là où ça devient encore plus fou, c'est que quand Jean Lesage est élu en 60, en 1960, il y a un jeune journaliste de Radio-Canada qui s'en va avec l'équipe de Jean Lesage qui s'appelle René Lévesque. René Lévesque va proposer au gouvernement libéral de Jean Lesage de faire la nationalisation de l'électricité. Il dit, écoutez, il y a plein de pays dans le monde qui ont fait leur nationalisation et ça a été un des vecteurs de développement et d'émancipation économique parmi les plus importants de toutes ces juridictions-là. Jean Lesage va être contre initialement. Il va dire « over my dead body ». Mais à un moment donné, il va se rendre compte que le syndicat de la rue Saint-James, les grosses compagnies financières, vont dire « si vous commencez à parler de nationaliser l'électricité, on commence à songer à ne même plus faire affaire avec le gouvernement. » Là, c'est une menace sérieuse. Là, Jean Lesage va voir ça, va dire à l'évêque « trouve-moi les arguments qui vont faire en sorte que je vais être capable de faire la promotion de ce projet-là. » Là, il va aller chercher deux jeunes hommes brillants, Michel Bélanger et Jacques Parizeau, qui vont faire la démonstration économique de l'intérêt de la nationalisation de l'électricité. Et Jean Lesage va déclencher l'élection sur le thème « Maître chez nous ». Vous vous en souvenez de ça? Pendant la campagne électorale, le président de Shawinigan Water and Power, M. Fuller, va dire à René Lévesque, « René, what makes you think that people like you can manage a company like Shawinigan Power? » René Lévesque va dire, vous allez voir ce que vous allez voir. On va vous faire la démonstration qu'on est capable. Jean Lesage va faire campagne là-dessus. René Lévesque, pendant la campagne, va être caricaturé dans des posters un peu partout dans les médias. Ils vont le déguiser parce qu'ils vont le comparer à Fidel Castro. Et ça va faire en sorte que malgré les campagnes de peur, les menaces et tout ça, les gens vont voter massivement en faveur de la nationalisation de l'électricité et ça va être un moment historique dans notre histoire. Là, pour que vous compreniez bien exactement où je m'en vais avec ça. En 69, on a commencé en 44 le processus de nationalisation de notre énergie. On arrive en 69 et là, c'est le gouvernement de Daniel Johnson. Même Daniel Johnson, une union nationaliste, va dire on va finir de nationaliser notre énergie en créant la Société québécoise d'initiative pétrolière, la SOQIP. Et là, on va acheter les claims, les droits d'exploration qui n'ont pas déjà été achetés par Hydro-Québec pour finir de prendre ce contrôle-là. Après ça, on verra ce qu'on va en faire. Tout ça, ça part d'un processus qui dure 25 ans. Dans les années 60, 70, 80, on a fait la démonstration via Hydro-Québec qu'on était capable, qu'on était bien plus que capable, qu'on pouvait être des innovateurs et des gens reconnus mondialement pour notre expertise. On a fait des choses extraordinaires. Les premières lignes 735 kV au monde, c'est des lignes qui ont été inventées par des chercheurs, des ingénieurs d'Hydro-Québec. N'eût été de l'invention des gens d'Hydro-Québec, on n'aurait jamais pu faire les centrales hydroélectriques de Churchill Falls et de la baie James. Ça, c'est des innovations qu'on a démontrées qu'on était capable de faire. Un homme comme Joseph Armand Bombardier, s'il s'était contenté de répéter ce que les autres avaient fait avant lui, il n'aurait jamais inventé les motoneiges. Donc, il y a de l'innovation. Tu le disais très bien tout à l'heure, André. On ne peut plus, au 21e siècle, se contenter de creuser des trous pour faire des jobs. Il faut se creuser les méninges. C'est ça qu'il faut se creuser. D'abord et avant tout. Et là, je vais en venir, c'est que quand arrive Jean Charest au pouvoir, en 2003, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont commencer à démanteler toute une partie d'Hydro-Québec. La division gaz et pétrole, on cède ça au privé. Ce qu'on cède, on le fait bien pire que ce que Maurice Duplessis a fait en 58. Parce qu'entre Maurice Duplessis et Jean Charest, il y a eu qui? Il y a eu Jean Lesage puis René Lévesque, qui ont demandé l'assentiment au peuple du Québec pour acheter ces entreprises-là. Quand Jean Charest décide de privatiser ça en douce, à qui il a demandé la permission? À personne. Oui, il y a des marais, probablement. Mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est que d'un point de vue démocratique, ce qu'il a fait, et quand on parle des ressources, on parle de ressources de gaz, des ressources de pétrole, des ressources éoliennes, on parle de milliers de milliards de dollars. Moi, c'est ce que j'ai qualifié l'année passée du vol du siècle. Quand on fait une braderie aussi monumentale de nos ressources naturelles, un pays ou même une province qui ne contrôle pas ses ressources naturelles, qui ne contrôle pas son énergie, ne contrôle pas son destin.
Charest aurait voulu mettre le Québec à genoux, il n'y aurait pas fait autrement. C'est ça qu'il est en train de faire économiquement. Ce qu'il est en train de faire, c'est de nous voler notre avenir. Et c'est pour ça que la prochaine élection, c'est une élection historique. Aussi importante, 50 ans après, que l'élection de 62 sur la nationalisation de l'électricité. Qu'est-ce qu'on voit présentement? On voit du copinage, de la collusion, de la corruption, du patronage qui va à l'intérêt de quelques-uns au détriment de la majorité. Ça, on l'a vu avec des entreprises de construction, avec des firmes de génie conseil, avec la mafia. C'est là-dedans qu'on est. Je peux vous dire une chose, moi, pour avoir eu des discussions avec les gens du Parti québécois depuis quelques semaines et quelques mois, on réalise qu'on a tout un job pour faire le ménage là-dedans si on prend le pouvoir. Mais il en va de l'avenir du Québec. La prochaine élection va être une élection historique. Et c'est pour ça que moi, je parle d'indépendance énergétique depuis des années. C'est pour ça que je dis non seulement il faut qu'on reprenne le contrôle de notre énergie et de nos ressources naturelles, il faut qu'on investisse dans notre avenir au niveau de l'innovation, qu'on devienne indépendant des énergies fossiles pour devenir des leaders mondiaux qu'on a déjà été. Hydro-Québec... Jean Lesage, en 62, le soir d'élection, le 14 novembre, il a dit « L'ère du colonialisme économique est terminée au Québec. » Jean Charest est en train de nous amener dans le néocolonialisme économique. Et si on veut créer des jobs au Québec, des jobs d'avenir, quand je vois que Bombardier s'en va au Mexique, quand je vois qu'on ne fait pas de transformation Stornoway, quand je vois que Mabé ferme, quand je vois que Novelis ferme, je me dis « Il va nous rester quoi? » Ça, là, le moment présent, là, les prochains mois, la prochaine élection, va être une élection qui va décider du destin du Québec comme on ne l'a pas vu depuis des années. Et c'est pour ça que je suis au Parti québécois, parce que je me bats depuis des années, à la fois pour l'environnement, mais aussi pour l'avenir de nos ressources naturelles. On veut faire la phase 2 du Maître chez nous. C'est ça qu'on veut faire au Parti québécois. Je suis là pour ça. Avec des gens comme André, avec des gens comme Scott, avec des gens comme Martine, des gens comme Bernard. Je vous dis, on parle de beaucoup d'argent. On parle de beaucoup d'emplois. On parle de faire en sorte qu'à nouveau, les Québécois soient fiers du Québec. De faire en sorte qu'on se rappelle de la phrase de 1933. Nous ne serons maîtres chez nous que lorsque nous serons dignes de l'être. Merci. Est-ce qu'il y a des questions?